Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans PL Club pour parler d'un extraordinaire programme de Première Ligue qui s'annonce dans les prochains jours, puisque nous aurons 2 journées de Première Ligue qui vont s'enchaîner de vendredi à jeudi prochain. Et pour évoquer ces nombreux matchs, ces matchs au sommet, nous sommes avec Bruno. Salut Bruno. Salut. Philippe. Bonjour Serge. Et puis Christian a retrouvé sa data room. Salut Christian. Bonjour messieurs. On va peut-être commencer cette émission par faire un léger débrief sur les rencontres européennes. Il y a encore évidemment notamment Manchester United qui joue ce soir, qui se déplace à Séville. Ce sera sur VOO Sport World, mais on revient sur Manchester City qui s'est quand même brillamment qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Chelsea est éliminé, c'était prévu, mais City se qualifie pour la 3e fois d'affilée pour les demi-finales. City toujours en course pour un triplé. Est-ce que c'est la bonne saison pour les ambitions européennes de City ? Ici et maintenant, oui. Et ça a l'air très facile. Faudra battre le Real quand même. Hein. Oui, en demi-finale, effectivement. Mais c'est une équipe qui impressionne aussi bien en championnat. On rappelle que City est sur quoi ? Sur 7 victoires d'affilée en championnat. Il y a évidemment le choc qui s'annonce aussi. On en parlera pendant cette émission. Manchester City, Arsenal. Ce sera pour le mercredi 26 avril. C'est une finale symbolique. Évidemment, tout ne va pas se jouer. Le titre ne va pas se gagner et se perdre dans ce match-là, mais ça va être essentiel pour la fin de saison. Celui qui gagne ce match-là aura fait un pas quand même très très important vers le titre. Il faudra gagner d'autres matchs, c'est sûr, mais ce match-là, c'est vraiment une charnière quand même. Mais pour l'instant, City gagne tout. Oui. S'ils continuent comme ça jusqu'à la dernière journée, ils seront champions d'Angleterre, ils seront avec la FA Cup. Et Arsenal aussi, s'ils gagnent tout, ils seront champions. Oui. Oui, c'est un petit peu la seule vérité finalement. Il reste 7 matchs pour Arsenal, 7 matchs pour City. S'il y a une des deux équipes qui gagne tous les matchs, elle sera championne d'Angleterre. Ce qui est certain, c'est qu'il reste 7 matchs pour Arsenal, il en reste beaucoup plus pour City. Oui, il en reste 8, pardon, effectivement. Et donc, City joue en Cup ce week-end face à Sheffield United, donc ils ont plus 2 de matchs de demi-finale, retard. voire une finale en Ligue des Champions, tout ça peut coûter des plumes. Peut-être. Effectivement, parce que le programme... C'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Le programme est chargé pour Manchester City, alors qu'Arsenal n'a plus que le championnat à jouer et peut-être aller gagner en cette fin de saison. Je vous propose de replonger dans le bain de la Première Ligue et de voir les plus beaux buts du week-end passé. C'était la 31e journée de championnat. Sithio. Oh, it's magnificent! What a goal! Magnificent! A first Premier League goal, and what a goal from Julio Enciso. What a strike, bang! The flight of that ball, absolute perfection. There's Essa going for goal again! And scoring in sensational fashion. Wow! But the strike is of the purest nature. It's amazing finish from Eze, who in that forward area, if you get in balls, will cause you problems. From Mahrez, it's Haaland, lead by Wout-Vass. Stones, Manchester City lead inside 5 minutes. Perfect, it bounces just at the right height for him, but he keeps his body over the ball. He makes sure that he's not leaning back too far to keep it down. The strike is magnificent. Enciso, Eze et Stones sont tireurs d'élite. Il y a eu 36 buts le week-end dernier. On a vu 3, parmi les plus beaux, en tout cas ceux qu'on a choisis. C'était un week-end intéressant, avec notamment 6 victoires en déplacement. Les équipes qui se déplaçaient étaient en forme le week-end dernier. Oui. Mais on a quand même, avec les Gunners, vu des choses un petit peu délicates aussi. On ne pensait pas que ça pouvait se reproduire. Mener 0-2 après 10 minutes, survoler les débats et ne pas gagner le match. Effectivement. Il y a en tout cas un duo qui continue à faire des merveilles dans cette Première Ligue, c'est celui composé par Kevin De Bruyne et Erling Haaland, puisque une nouvelle fois la connexion s'est faite lors de la victoire facile, puisque c'était 3-0 après, je crois que c'était dans la première demi-heure, avec encore un assist pour Kevin De Bruyne et encore un but pour Erling Haaland. Ces deux-là n'arrêtent plus de se trouver avec les assists de Kevin et les buts marqués par Erling Haaland. Et on peut voir d'ailleurs le panneau avec le meilleur buteur, Erling Haaland, 32 buts. Il égale donc le record
d'un championnat, en tout cas d'une première ligue à 20 équipes. 32 buts, Mo Salah l'avait fait, il égale le record alors qu'il reste encore pas mal de matchs à jouer. C'est une saison incroyable. Il va tout faire exploser en tout cas. Bon, il va arriver à 50, toute compétition confondue. Non, toute compétition toute compétition, il en a déjà pas très loin. Parce que... Mais là, il doit battre un record de Messi et de Ronaldo, je pense. Toute compétition confondue. Le record, en tout cas en première ligue, c'est 40 buts, mais c'était avec, à l'époque, 22 équipes. Donc il y avait un peu plus de matchs. Mais il est capable d'aller chercher les 40 buts. Sûrement, oui. Et Kevin De Bruyne qui a donné encore un assist d'ailleurs à Haaland. Surtout que au Bayern quelques triplés, ça ne le dérange pas. Oui, il en a déjà quelques-uns cette saison. Voilà, on continuera évidemment à suivre Haaland, De Bruyne. On rappelle que Manchester City ne joue pas ce week-end. Ils ont une demi-finale de Cup face à Sheffield United, mais qu'on le retrouvera donc mercredi prochain. C'est vraiment l'affiche de cette fin de saison dans ce déplacement d'Arsenal à Manchester City. Et on va évidemment tout de suite parler d'Arsenal qui va ouvrir le week-end vendredi soir face à Southampton. On en parle après ceci. Arsenal, malgré les points perdus sur les deux dernières rencontres, est toujours leader. 74 points, 4 points d'avance sur City qui a un match de moins, reçoit Southampton. Et là, on fait le grand écart puisque Southampton est 20e avec 23 unités. Est-ce que c'est le match idéal pour justement se relancer pour Arsenal face au dernier qui reste quand même sur quelques mauvais résultats? Mais oui, une équipe qui a marqué 9 buts à l'extérieur cette saison, lanterne rouge, mais qui n'est pas encore condamnée. Non, mathématiquement non. Ils ont 4 points de retard sur le premier. S'ils font la même série que Palace sur les 3 prochains matchs, on ne souhaite pas ça aux supporters des Gunners, mais ils seront aussi sauvés. Hein. Donc, mais c'est le match sur papier absolument idéal. Ouais, c'est la victoire obligatoire pour les Gunners, parce que 2 matchs où on mène 0-2 en déplacement. À Liverpool, on le rappelle, et puis à West Ham le week-end dernier. Dans le premier, ils sont largement dominés. Dans la deuxième mi-temps, ils auraient pu perdre le match. Dans le deuxième, ils sont incapables de créer du danger. À 2-2, on n'a pas vu que Arsenal était capable d'aller chercher finalement les 3 points. Là, il faut quand même avoir une semaine mentalement pour se remettre et prendre ce match à la gorge dès le début. Je vous propose de revoir les 4 buts, parce que c'est quand même le point positif. Ils ont été marqués 2 buts à Liverpool et à chaque fois dans la première demi-heure, 2 buts à West Ham, et on va en parler avec Christian, des buts qui rentrent vraiment dans le modèle imposé par Arsenal cette saison, c'est-à-dire dans du jeu dominant placé, donc en allant s'installer à chaque fois en ayant le ballon et en allant s'installer dans la moitié de terrain adverse. Vous confirmez, Christian? Oui, Serge, ça, ils n'ont plus aucune preuve à faire dans ce domaine. Hein. Ils sont à 43 buts, on le verra après avec l'infographie. Sur ces 4 buts, c'est 4 buts avec du jeu dominant, 3 placés et 1 rapide. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils affectionnent et qu'ils ont perfectionné à travers les années. Maintenant, ils sont vraiment au sommet de leur art. Malheureusement, la grande inquiétude se confirme un peu de ce qu'on avait en début de saison et au fil de la timeline et de l'exploration. C'est que quand il faut faire la différence sur une reconversion rapide, ils ne parviennent pas à le faire et donc ils sont maintenant surpris 2 fois en menant 2 fois 2-0 alors qu'une reconversion rapide aurait fait du bien soit pour tuer le match, soit pour reprendre l'avantage. On le voit ici. 6 buts, c'est vraiment trop peu et j'ai regardé à travers les résultats à travers les différentes saisons et même avec ce qui se passe avec leurs concurrents directs. City est à 12 buts, 13 buts, Liverpool 11 buts, 12 buts en reconversion rapide, Manchester United 11 buts. Donc toutes ces équipes du haut de classement sont obligées, quand il y a une difficulté, de pouvoir utiliser cette reconversion rapide. Eux, depuis le début de la saison, et encore, je dois quand même reconnaître que depuis 2023, ils ont quand même marqué 4 comme ça. C'est vraiment trop peu et ça sera peut-être en fait le facteur qui va faire que ça va être peut-être trop juste dans la dernière ligne droite. Donc si on simplifie, est-ce que le fait d'être incapable, en tout cas d'avoir des difficultés pour marquer sur contre-attaque, on va le dire comme ça, risque de coûter le titre à Arsenal? Parce qu'il y a des scénarios qui ne sont pas toujours favorables au jeu dominant placé. Oui, quand on cherche des explications techniques. Oui, indiscutablement. Après, pour avoir commenté ce match-là, à 0-2, brutalement, ils arrêtent de jouer. Ils vont avoir, en fin de première mi-temps, 85% ou 80% de possession de balles. Ce qui veut dire, mais sans occasion. Il n'y a pas un tir au but. Plus un tir au but. Mais de tout le match, il n'y aura plus un tir au but. Sauf le pénalty, évidemment, manqué par Saka. Voilà. Et on n'est même pas avec un envoi gradé. Donc, ils vont arrêter. Et ça, c'est incompréhensible. S'arrêter complètement de jouer comme cela. Et commettre à nouveau une série d'erreurs sur une même action, comme on a souvent connu avec les Gunners, jusqu'à avoir des interventions défensives. Enfin, c'est inexplicable dans le propre rectangle. Et là, il n'y a plus de clean sheet. Ça fait 4 matchs de championnat où ils ne réussissent pas le clean sheet. Donc ça, c'est inquiétant aussi. Je trouve que
à un moment donné, on a besoin de joueurs qui ont gagné des choses dans une équipe. Zinchenko, il n'était pas là, mais il a gagné des choses. Gabriel Jesus, il a quitté le jeu, mais il a gagné des choses. Et donc, quand vous manquez de joueurs qui n'ont pas cette personnalité, qui n'ont pas gagné des titres, et il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné des titres dans ce 11-là du côté d'Arsenal. À un moment d'Angleterre, non, à part Zinchenko et Gabriel. Vous manquez de personnalité, vous manquez d'identité. Et ça se reflète comment? Chacun. Mais il a perdu son identité parce que s'il mord un peu, on lui dit non, mais c'est à cause de ça qu'à Liverpool, on a réveillé le stade. Et donc, on a un joueur qui joue avec un silencieux. Mais quand vous êtes comme ça à 7-8 sur une pelouse, vous perdez beaucoup. Oui, et puis il y a la pression évidemment de Manchester City qui n'arrête pas de gagner et qui a l'habitude de gagner des matchs en fin de championnat. On l'avait déjà évoqué, c'est une équipe jeune, Arsenal en moyenne aussi. Hein. Donc la pression a augmenté chez eux et visiblement ils ont du mal à la gérer pour l'instant. Le pénalty manqué de Saka, c'est aussi un tournant. S'il marque, qu'il gagne 1-3, on n'a pas le même discours aujourd'hui. Il y a un autre facteur, c'est Trossard qui est déterminant pendant je ne sais plus combien de matchs. Il est 2 fois sur le banc, ils font 2 fois match nul en déplacement. Oui, et en montant au jeu, il n'est pas capable de faire la différence parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, évidemment. Alors que dans les autres matchs, il a été déterminant à chaque fois. J'ai pas compris pourquoi tout d'un coup Arteta est revenu. Alors c'est le retour de Jesus sans doute. Bien sûr. Mais il avait déjà Jesus joué. marque, hein, donc ça va. Oui, il marque à Liverpool et il gagne à West Ham. Nketiah, difficile aussi de l'amener au jeu et de lui faire la différence. Nelson a sauvé Arsenal, c'était à domicile, c'était face à Bournemouth. Hein, et avant le match bien, mais là, même dans les changements, il ne se passe plus grand-chose. J'avais pointé autre chose, c'est sa déclaration à la presse de dire on a besoin de chance pour gagner le titre devant Manchester City. Ça, je trouve, c'est un aveu de faiblesse. C'est la communication. Oui, mais c'est un aveu de faiblesse. Comment est-ce que ces joueurs prennent ça? Il faut dire non, on doit tout gagner. Dans le discours, dans le vestiaire, ça doit être ça. Alors peut-être qu'il leur dit non, moi je dis ça à la presse parce que, mais c'est bizarre, je trouve, comme déclaration. Jamais Guardiola dirait ça. Ce qui a une importance aussi, Philippe, c'est l'erreur du VAR. Oui. Parce que ça, on peut dire c'est passé, on n'en parle plus. Non, l'erreur du VAR où un but sur hors-jeu est validé, il perd 2 points. Bien sûr, ça reste absolument dramatique parce que ces 2 points-là pourraient tout à fait faire la différence. Déjà au niveau mental, c'est beaucoup plus confortable. Et ça, c'est une vraie erreur de Lee Mason qui est au VAR à ce moment-là. C'est même incompréhensible. Et ces détails-là, écoutez, oui, il faut de la chance d'avoir un gars qui soit éveillé au VAR pour être champion aujourd'hui en Angleterre. En tout cas, Arsenal à domicile, c'est souvent solide cette saison, 38 points sur 45. Il n'y a que City, évidemment, qui a gagné à l'Emirates. Newcastle et Brentford ont fait un partage, mais il y a eu polémique sur le partage de Brentford. Et Christian, face aux équipes qui se trouvent dans la deuxième moitié de classement, comme Southampton, forcément, ils sont derniers, Arsenal a pris 100% des points. 100% des points, c'est le reflet de leur modèle offensif, c'est-à-dire que contre ces équipes du bas de classement, je veux dire de ce bottom 10, ils sont intraitables. Regardez, il n'y a pas un match en dessous de 3 buts marqués à domicile avec 100% des points pris. C'est bien la preuve que là, ils n'ont pas besoin de la reconversion rapide parce qu'ils ne sont jamais en difficulté. Et là, ils peuvent vraiment imposer leur modèle de jeu. La difficulté, c'est que quand il faut jouer contre plus haut et qu'il y a des équipes qui leur posent des problèmes, il faut pouvoir profiter de cette reconversion rapide. Regardez encore le but de Manchester City au Bayern de Munich hier ou avant-hier. C'est quand même une reconversion rapide et donc ils n'ont pas peur en fait d'un certain moment de laisser le ballon à l'adversaire et de profiter. Et là, quand c'est 2 fois 2-0 ou 2 fois 0-2 pour Arsenal dans les 2 derniers matchs, il faut laisser de temps en temps le ballon à l'adversaire et puis ils vont devoir sortir et profiter de ces reconversions rapides, ce qu'ils ne font pas depuis le début de la saison. Avec un bémol quand même, le match contre Bournemouth, où ils prennent un but après 30 secondes ou 20 secondes, ils sont menés 0-2 et ils s'en sortent à la 93e ou 94e. Donc, c'est vrai qu'ils ont toujours gagné, mais avec de la pression en plus. Oui, Aston Villa aussi, il marque dans le temps additionnel. Mais je voulais quand même revenir avec Christian, avant de parler de Southampton, cette équipe d'Arsenal qui va aller à Manchester City. Selon vos observations, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle risque de faire? Est-ce que les Gunners vont aller là pour gagner ou justement un peu temporiser parce qu'un partage pourrait aussi faire les affaires de Mikel Arteta? Quelle sera pour vous la manière dont Arsenal va aborder cette rencontre? Moi, je pense qu'il ne va rien changer. Il va vouloir la possession de balle le plus souvent possible et il va essayer de s'imposer dans le camp de l'adversaire parce que c'est ce qu'il connaît le mieux et il ne va rien changer à ce moment-là. Maintenant, je pense réellement que comme au match aller, je pense que Guardiola va attendre et va le laisser prendre le ballon et va le surprendre dans la vitesse parce qu'ils ont les armes pour ça. Ils ont la passe profonde avec Kevin De Bruyne. Ils ont Haaland qui peut partir de derrière et de très loin, et d'avoir la passe profonde. Tandis que chez eux, dans le modèle et dans ce conditionnement permanent, ils veulent absolument être dans ce rectangle-là. Et c'est comme ça, en fait, à mon avis, que le scénario va se dérouler.
On rappelle que City a déjà battu 2 fois Arsenal, une fois en championnat à l'Emirates et puis une fois en Cup, c'était déjà à l'Etihad. Ça a été beaucoup plus compliqué. Ça a été plus compliqué, c'était une victoire 1-0, mais il y avait aussi pas mal de changements dans l'équipe. On verra quel sera le 11 aligné par Guardiola mercredi prochain. Mais revenons sur la rencontre de vendredi soir. On le rappelle, c'est sur Divertissez-vous à partir de 20h55. Cette équipe de Southampton, qui est à 4 points du maintien, semble quand même être, on va dire, condamnée déjà à la Championship par quasiment tous les observateurs en Angleterre. 6 victoires en 31 matchs, oui, mais c'est pas fini. Et puis des erreurs de casting. Hasenhüttl, qui a quand même sauvé Southampton pendant plusieurs saisons, viré dans la première partie. Le tournant, c'est Nathan Jones qui arrive et qui n'avait pas les compétences visiblement pour permettre à cette équipe de Southampton de se relancer. Donc maintenant, c'est l'ancien assistant d'Hasenhüttl, Ruben Selles, qui a repris cette équipe, mais avec peu de résultats positifs. Et un handicap quasi insurmontable, sauf à réaliser maintenant toute une série d'exploits chaque week-end. Qui serait vraiment inattendu parce que Southampton, quoi qu'en déplacement, ça a toujours été un peu mieux. Ils ont pris d'ailleurs plus de points en déplacement qu'à domicile. Le problème, c'est la défense. Et ils sont très jeunes aussi, en moyenne. On voit Romeo Lavia qui a quand même un rôle important dans l'équipe, de milieu récupérateur plutôt. Mais à 19 ans, il a quand même encore un manque d'expérience. Pour cette situation-là, ça va être très très compliqué de jouer face à des clubs comme ça. Leur calendrier est très lourd en plus. Oui. Je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Alors, peu de victoires pour Southampton, mais comme vous le répétez à chaque fois, Christian, quand on se bat pour le maintien, qu'on est en fond de classement, on ne peut pas toujours gagner, mais il faut absolument prendre un point par-ci, par-là. Il faut accrocher quelque chose, ce qui n'est même pas le cas de Southampton. Bruno parlait de seulement 6 victoires en 31 matchs, mais je tiens à rappeler quand même que Everton, c'est 6 victoires, Nottingham Forest, c'est 6 victoires, et Leicester est à 7 victoires seulement. Donc, ils se tiennent au nombre de victoires. Donc, pour eux, comme je l'ai expliqué dans d'autres émissions, ça se passe toujours au niveau des points pris sur les partages. Et là, avec 5 points pris sur les partages, regardez, comparez aux autres, et vous allez voir qui sont proches de se sauver et ceux qui sont en difficulté. Chez ces équipes de ce rang-là, ce ne sont que les partages qui comptent. Donc il faut être solide. Dans ces rencontres-là, où il faut aller chercher un point, il faut être solide. Ce qui n'est pas le cas de Southampton. Oui, ils l'ont fait dernièrement, puisqu'ils ont quand même, ils ont un partage contre Arsenal, ils ont un partage... à Manchester United. À Manchester United aussi. Donc ils ont, mais c'est pas suffisant, parce que 5 partages sur toute une saison, sachant que le nombre de victoires sera peut-être entre 5 et 8, 5 et 9, 6 et 9. Donc, il va falloir vraiment compenser et prendre ce petit point qui va peut-être les aider à se sauver, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On rappelle qu'avec Vision du jeu, vous analysez des milliers de rencontres chaque année depuis déjà pas mal de saisons. Et le constat est souvent le même, Christian. Une équipe qui se bat pour le maintien doit être efficace dans 2 modèles offensifs. Et vous avez pu remarquer que ce n'est pas le cas de Southampton. La saison passée, je les avais déjà pointés comme descendants parce que j'avais déjà vu une baisse dans le modèle de jeu pour ces équipes de ce niveau-là. Et cette année, ça se confirme en fait parce que ils sont dépendants de 3 choses. La première, ils ont un buteur qui est performant. Ils l'ont plus cette année. Che Adams c'est quand même pas extraordinaire. Et puis, il y a 2 facteurs importants pour ces équipes-là. C'est les reconversions rapides. Et là, ils ont toujours réussi à le faire. C'était une équipe qui a surpris, si vous vous souvenez, ils ont surpris des équipes comme Liverpool la saison passée, tout ça avec des reconversions rapides. Et la phase arrêtée. La phase arrêtée, sans penalty, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas dramatique. Le seul problème dans ces phases arrêtées, c'est qu'ils n'ont marqué qu'un but sur corner. Or, comme je l'ai déjà expliqué, c'est quelque chose où tout le monde part sur le même pied d'égalité. Et donc, il faut être performant. Il faut marquer au moins 5-6 buts. Regardez Brentford, regardez d'autres équipes qui sont capables d'aller chercher des points dans ce domaine-là. Eux, avec un but sur corner, c'est trop peu. Alors, heureusement, ils ont Ward-Prowse qui a marqué quelques coups francs directs et sur coups francs indirects, mais ce n'est pas assez. Et la reconversion rapide, regardez ici, c'est les 2 buts qu'on a choisis, c'est les 2 buts sur toute la saison où ils ont surpris des équipes en reconversion rapide. C'est beaucoup trop peu. Et donc, à ce rythme-là, il est impossible de surprendre des équipes de leur rang offensivement. Et donc, la dernière place, elle est justifiée. Donc la seule finalement éclaircie dans la grisaille du côté de Southampton, on a parlé un petit peu de Lavia, qui fait quand même une saison convenable et qui intéresse déjà d'autres clubs de Première Ligue, au cas où Southampton se retrouve en Championship. Et on va dire que la star, et entre guillemets, c'est pas une grande star, mais c'est quand même un joueur qui est très apprécié en Première Ligue, c'est James Ward-Prowse.
Oui, grâce à ses coups francs et grâce aux phases arrêtées, il a marqué 3 coups francs, dont un dévié. Il a marqué 2 pénaltys, dont un sur une deuxième chance. Malheureusement, il a raté 2 pénaltys aussi cette saison. Donc, en fait, quand on doit se baser sur ce joueur-là pour être le meilleur buteur et le joueur le plus efficace de l'équipe, ben, c'est quand même, ça réduit quand même les possibilités et les options. Donc, lui, je pense qu'il fait largement son travail et il remplit largement son quota en termes d'efficacité, et c'est toujours une menace lorsqu'il y a un coup franc, et donc ça fait aussi réagir les équipes défensivement en disant attention, peut-être qu'il ne faut pas faire d'erreur ou de faute proche du rectangle, mais ce n'est pas suffisant parce que lui, il n'est qu'un complément, il n'est qu'une option plan B qui ajoute à un buteur qui est efficace pendant toute la saison. Mais je pense que Southampton, s'ils descendent, je pense que lui trouvera toujours une équipe en première ligue sans problème. Il est sur les normes de Beckham. Hein, là, Ah oui, c'est un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire de la Première Ligue. Marqué sur coup franc direct de l'histoire de la Première Ligue. Bon, un joueur en plus qui a le brassard de capitaine et sur qui les Saints peuvent toujours compter, même si la saison est compliquée. Mais on est d'accord pour dire que si Arsenal perd des plumes face à Southampton, on passe des invincibles aux inconsolables, parce que là, ce sera fini. Hein. Oui, effectivement. En cas de victoire, on le rappelle, il prendrait 7 points d'avance sur City avant d'y aller avec 2 matchs de plus. Oui. Donc, on va dire que théoriquement, ce serait 1 point au cas où City remporte les 2 matchs. Mais s'il ne gagne pas face à Southampton, là, c'est City qui prendra la main. Donc ça, c'est clair. Match important donc, avant le gros match de l'année. On sera ensemble, bien sûr, sur Vous Sport World mercredi. Ce coup d'envoi est à 21h, si ma mémoire est bonne. Mais avant cela, vendredi soir, 21h également, coup d'envoi. Arsenal reçoit Southampton. Et même si c'est le premier face au 20e, c'est un match capital pour les Gunners pour se relancer et pour arriver à l'Etihad Stadium avec quelques points d'avance. En tout cas, voilà pour cette rencontre. On passe à la deuxième affiche. Et celle-là, elle est importante dans la course au top 4, donc à la qualification à la Ligue des Champions, c'est Newcastle face à Tottenham. In 2023, one club threatens to break into football's elite. Now comes a Tottenham side out for revenge. Newcastle into the top 4. And desperate to keep their European dreams alive. It's a huge clash in the race for Champions League football. Newcastle versus Tottenham. Si on estime que City-Arsenal, c'est la finale symbolique évidemment pour le titre en Première Ligue, c'est un petit peu la petite finale ici entre le 4e qui a 56 points, Newcastle, et le 5e, Tottenham qui a 53 points mais qui a un match de plus. Attention, hein, si Tottenham ne gagne pas ce match-là, la différence pourrait déjà être essentielle et définitive. Sur les 5 derniers matchs, ils perdent 4 points par rapport à Newcastle. Et attention à Aston Villa, parce qu'on en parlera peut-être plus tard. Mais... Oui, ils sont encore un petit peu en retrait, mais ils viennent de battre notamment assez largement Newcastle. Oui. Non, si Tottenham perd ce match-là, ce qui me semble le plus probable, c'est fini pour eux, pour la Ligue des Champions. Je pense que là, on va donner raison à Conte qui disait que c'était un miracle la saison dernière. Ici, il faudrait plus qu'un miracle s'ils perdent ce match-là. En plus, Conte n'est plus là. Le faiseur de miracles est parti. Et ils sont déjà miraculeusement encore en course parce qu'ils auraient dû perdre contre Brighton. Je me souviens des 3 décisions du VAR contre eux. On en a parlé à la dernière émission, en tout cas. Ils perdent contre Bournemouth à domicile et de manière justifiée, contre quand même quelqu'un qui est candidat à la descente. Donc c'est vraiment inquiétant. Et Newcastle à domicile, je pense qu'ils sont vraiment plus forts que Tottenham actuellement. Et justement, on va regarder le programme avec Christian et on va voir que Newcastle a tout à fait son sort entre les mains. En tout cas, à domicile, ça va être chaud parce qu'il reste 3 matchs importants. Il reste Arsenal, il reste Tottenham et il reste Brighton contre le top 7. Le bilan général contre ces équipes du top, c'est évidemment c'est pas mal du tout parce qu'il n'y a que 2 défaites. Alors avec une défaite cinglante à Aston Villa, mais c'est toujours en déplacement. C'est pas beaucoup de points en déplacement, enfin, mais il y a quand même que 2 défaites. Et maintenant, vous voyez, il reste dans ces 3 carrés, enfin 3 rectangles blancs à remplir. Il va falloir faire des résultats importants et positifs. Et alors, on pourra vraiment voir, à mon avis, Newcastle en Champions League l'année prochaine.
Se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions n'était pas un objectif important pour Newcastle cette saison. C'était même un petit peu trop tôt. Mais ils sont quand même là. Ils sont 4e. Ils ont même déjà été 3e dans la saison. Et ils sont solides. Évidemment, il y a eu cette défaite face à Aston Villa le week-end dernier. Je vous propose d'ailleurs peut-être de revoir les buts encaissés. Mais avant cela, il y avait 5 victoires consécutives. Alors c'est une équipe solide défensivement. Mais en plus, avant cette rencontre, ils parvenaient à marquer. On a l'impression que cette équipe de Newcastle était vraiment en progression. On avait pointé le retour d'Isaac notamment, qui, moi j'avais dit, s'il peut marquer contre des petites équipes, ça va être très utile pour la fin de la saison. Il a marqué dans beaucoup de matchs et il est devenu vraiment un buteur important pour eux. Je crois que pas dans le déplacement à Aston Villa, on est d'accord. Mais bon, Aston Villa, qui peut les battre pour l'instant? C'est vraiment la question ouverte. Il faut aussi voir d'où vient cette équipe. En 2020, fin 2021, position de relégable. Ils vont faire une année 2022 où ils sont dans le top 3 sur l'année civile au niveau des points pris. On se retrouve aujourd'hui avec une équipe qui joue la Ligue des Champions. Bon, ils ont été assaisonnés de pétrodollars, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose qui... Ils ont bien recruté. Ils ont bien recruté et bon, Eddie Howe a fait un super bon boulot. Et je pense que c'est défensivement, Christian l'a dit très souvent, qu'ils ont vraiment fait la différence cette saison, avec le petit plus que s'ils gagnent des matchs un peu plus souvent à domicile, Justement, les fondations sont là. Défensivement, c'est la meilleure défense. C'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts. Mais on l'a vu face à Aston Villa. Si vous avez observé les 3 buts encaissés, ils viennent tous finalement d'une origine qui était pourtant leur point fort jusque-là. Christian, expliquez-nous. Oui, c'est incroyable, Serge, parce qu'en fait, avant ce match contre Aston Villa, sur l'ensemble de la saison, cette équipe n'avait encaissé que 3 buts sur centre. Et vous avez vu le résumé, le highlight maintenant. Les 3 buts ont été marqués sur 100. Donc, c'est un exploit extraordinaire de la part d'Emery d'avoir titillé cette équipe dans un point fort et d'avoir montré à quel point, à certains moments, il y a moyen où tout peut exploser en un match. Et voilà, regardez, c'est 6 buts encaissés sur centre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur toute une saison, sur 31 matchs, ne prendre que 6 buts sur centre, dont 3 dans le même match. Donc ça, c'est un exploit défensif qui a été mis en place par Eddie Howe. Je crois que cette équipe est très, très solide. Elle le montre semaine après semaine. Alors, de temps en temps, oui, il y a un day off. Et ce day off, c'était là. Mais j'espère en fait qu'ils vont reprendre de nouveau cette habitude de bien être solide sur les flancs. Et on va voir, ça sera un des points d'inflexion durant ce match, voir si Tottenham est capable, parce qu'ils ont aussi des bons joueurs de flanc, avec Kulusevski, avec Richarlison, avec Perisic, pour voir s'ils peuvent les surprendre de la même manière que contre Aston Villa. Et puis prendre 3 buts face à cette équipe d'Aston Villa là, ou prendre 3 buts comme l'a fait Tottenham face à Bournemouth, c'est pas pareil, c'est pas le même contexte. Ouais, effectivement, on verra d'ailleurs les 3 buts marqués par Bournemouth un petit peu plus tard. Alors cette équipe de Tottenham, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Antonio est parti avec fracas, ça a laissé quand même, à mon avis, beaucoup de doutes. Il s'est enfui. Il s'est enfui, on peut le dire comme ça, il est retourné en Italie, il a laissé son assistant terminer la saison, Christian Stellini. Bon, il y a eu quelques victoires, mais il y a eu surtout cette défaite à Bournemouth d'ici il y a quelques jours. Et vous allez le montrer, Christian, cette équipe de Tottenham a quand même bien du mal à rivaliser avec les autres équipes présentes dans le top 6 cette saison. Oui, cette particularité qu'on voit semaine après semaine, on l'a vu avec Brentford, on l'a vu avec Brighton, cette particularité de ne pas être performant contre les équipes du top 6, mais malgré tout d'être à la porte de la Ligue des Champions. Quand vous voyez ce bilan-là, où il n'y a que du rouge à part une victoire contre Manchester City, c'est quand même étonnant de se retrouver encore à ce niveau-là, à ce moment de la saison. Eh bien, voilà, le football permet ça. Je pense qu'il y a toujours, on a expliqué, je pense qu'il y a 3 zones. Il y a la zone entre les 2 premiers qui sont vraiment au-dessus du lot et qui doivent gagner dans pratiquement tous les cas de figure. Puis après, il y a en dessous. Et puis après, il y a cette mini-ligue où tout le monde se bat contre tout le monde pour essayer d'être le plus haut possible. Et là, on voit que contre les équipes du top, eh bien, c'est trop peu, c'est beaucoup de buts encaissés, c'est trop peu de buts marqués. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a les ingrédients, il y a les joueurs, il y a la qualité, mais dans les top matchs, ils ne sont pas présents et donc c'est pour ça qu'il y a un doute permanent dans cette équipe.
Il y a la qualité, hein. Harry Kane qui avait battu le record, 2 buts marqués par un joueur de Tottenham dans cette victoire 1-0 face à City, la seule face à un concurrent direct. Et vous l'avez vu, ils ont perdu le match aller à domicile 1-2 face à Newcastle. St. James Park le prépare l'enfer. Hein. Oui. Et quand vous avez 5 victoires en 15 déplacements de Premier League, ça va être difficile de revendiquer quelque chose. Ou alors il faut sortir quelque chose de grand. Hein. Tottenham n'a gagné que 5 matchs en déplacement cette saison. C'est Je ne incroyable. vois pas tenir St. James's Park. Et la série en cours, sur les 5 derniers matchs, ils ont pris 9 buts. Oui. Ben, c'est comme Nottingham, c'est comme Leicester. C'est pas des très très jolis stats, ça. Mais justement, Christian l'avait aussi pointé dans son analyse de préface de la rencontre, puisque Tottenham ne parvient plus à faire de clean sheet, alors que avec ce que Antonio Conte avait mis en place, normalement, ça devait être le point fort de cette équipe de Tottenham. Depuis début mars, il n'y a plus une clean sheet. On va le voir sur l'infographie. Regardez, c'est même malgré qu'il y a 2 victoires et 2 partages, il n'y a plus moyen d'avoir un match où ils gardent le 0. Ils sont souvent en train de courir après le score aussi, mais ça, c'est un peu quelque chose de récurrent depuis le début de l'année. Voilà, c'est très compliqué quand on sait déjà que chaque match, on démarre avec un but d'handicap. Il faut être vraiment performant offensivement pour pouvoir sortir les 3 points. Normalement, on commence sur un 0-0. On ne doit pas avoir de but de retard au moment où on commence. Mais dans la tête, c'est quasiment comme ça. Comme contre Brighton, dans le match, il concède à domicile 25 tirs au but de l'adversaire. Oui. Ça, c'est quand même pas normal pour une équipe qui veut disputer la Ligue des Champions. À domicile, 25 buts. Ils nous font une Leicester. Oui. Vous savez, là, à la fin, on pense que c'est le top 4, mais à la fin, ça décroche. Et... Leicester a d'autres problèmes pour le moment. Oui. Le modèle défensif, comment expliquer justement cette faillite défensive du côté de Tottenham ? Voilà, ça confirme ce qu'on explique maintenant depuis 10 minutes. Hein, c'est-à-dire que sur ce modèle défensif, sur les 6 derniers matchs, cette équipe a encaissé 6 buts sur le jeu dominant, 4 sur le jeu dominant placé et 2 sur le jeu dominant rapide. Ça veut dire en fait que cette équipe, même quand elle est en place, même quand elle est avec un bloc équipe bas, cette équipe ne sait plus défendre. Elle n'a encaissé qu'un but sur jeu direct, donc elle n'est pas surprise dans les reconversions. 2 buts sur phase arrêtée, bon, c'est pas terrible, mais enfin ça peut arriver. Un but sur penalty, ça peut arriver aussi, mais 6 buts sur le jeu dominant, alors qu'on est à la porte de la Ligue des Champions, c'est vraiment c'est une période de la saison où il faut oublier, il faut essayer d'effacer tout ça et de passer à quelque chose de plus consistant et revenir aux bases, éviter d'encaisser un but à Newcastle et procéder avec une reconversion rapide, parce que là, c'est quand même un domaine dans lequel ils sont forts, et de pouvoir aller gagner, ne fût-ce qu'1-0 pour pouvoir remettre la machine en route. Oui, dans ce domaine-là, on peut ajouter aussi l'élimination en Ligue des Champions contre Milan, où ils ne réussissent pas à marquer un but, si je me souviens bien, puisque Milan a fait des clean sheets à 5 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Ça aussi, c'était inquiétant. Et pourtant, on reconnaît tous qu'il y a des joueurs de qualité, mais il faut croire que le mal est profond et que la période avec Conte, surtout sous la fin, a dû être très toxique. Ne dites pas ça à Conte, il va être fâché. Qu'est-ce qu'il a dit, Conte ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis que Lévy a dépensé beaucoup d'argent ? Une Coupe de la Ligue, en repris, 2008, si ma mémoire est bonne. Donc le problème, c'est pas Conte. Non, c'est jamais le problème. Lui, c'est toujours la solution. Ça l'arrange. Bon, on va voir en tout cas les buts encaissés face à Bournemouth qui viennent illustrer évidemment le modèle défensif montré par Christian il y a quelques instants. Alors que ils avaient ouvert la marque, qu'à 1-0, tout le monde s'est dit bon, Bournemouth, c'est quand même une équipe qui lutte pour le maintien. Mais attention, c'est une équipe où il y a de la qualité. Il n'y a pas beaucoup de joueurs connus du côté de Bournemouth, mais il y a un vrai collectif et avec un manager qui avait remplacé Parker en début de saison, mais qui fait quand même du bon travail. Et Bournemouth a été chercher la victoire dans les derniers instants, alors que normalement c'est Tottenham qui est solide dans les dernières minutes et dans le temps additionnel. Le but, c'est un ballon perdu à l'entrée du rectangle, directement la balle dans la profondeur tue. Le deuxième, c'est une passe du défenseur vers l'attaquant. Et le troisième, c'est une passivité à 93e minute, 94e minute. C'est incroyable. Ouais, on ne reconnaît pas Tottenham en fait. Ben, ce qu'on ne reconnaît pas, c'est ce temps de retard. Le temps de retard sur le ballon, le temps de retard sur l'adversaire, le temps de retard de Lloris sur le premier but, la passe profonde, il n'est pas là. Il y a un temps de retard, mais ça, c'est quand une équipe a quelques soucis, parfois aussi en dehors du terrain. Ouais. En tout cas, Tottenham doit miser quasiment tout son potentiel sur cette rencontre, ce déplacement à Newcastle, parce que en cas de défaite, Tottenham risque d'être
distancés pour de bon dans la lutte au top 4. Et on rappelle que le coup d'envoi de cette rencontre, c'est dimanche à 15h, prise d'antenne à 14h55. Premier rendez-vous donc, Arsenal-Southampton vendredi, la suite le samedi. Ouais, Leeds qui doit se remettre d'une claque prise à Fulham, et puis on va enchaîner avec le Goal of the Day, on verra Leicester face à Wolverhampton, c'est presque le match de la dernière chance. Magnifique affiche à St James Park avec les Magpies qui accueillent les Spurs de Tottenham et malheureux vaincu pour le top 4, oui, et puis attention à l'Europe parce qu'Aston Villa est sur des stats affolantes. Exactement. Alors le lundi, on pourra se reposer et préparer les rencontres mardi, mercredi, jeudi. Il n'y a pas l'Europe des 11 ? Oui, il y a l'Europe des 11. On se repose, c'est pour, c'est vrai. C'est pour les spectateurs, hein, mais qui peuvent évidemment, qui doivent d'ailleurs regarder l'Europe des 11. Le grand rendez-vous, c'est Manchester City-Arsenal. C'est bien mercredi à partir de 20h45 pour un match qui débutera à 21h et vous serez évidemment tous présents pour cette finale symbolique de cette saison en Première Ligue. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on arrive à la fin de l'émission, donc il est temps de se dire au revoir. Pas adieu, hein, au revoir, parce qu'on va vite se retrouver, Bruno. Et à bientôt pour ce sprint final intense. Exactement. On n'oublie pas non plus, hein, un petit rendez-vous quand même, pour ceux qui voient la première diffusion de l'émission. Ce jeudi soir, il y a notamment Séville-Manchester United. Ça va être chaud boulette pour l'équipe de Manchester United qui a gâché quand même un avantage. Oui. Aussi 2 buts au match aller. Et à Séville, ça va être compliqué. Hein. Effectivement. Merci également à Christian, que l'on retrouve bien sûr le jeudi prochain. Au revoir, messieurs. À la semaine prochaine. Allez, passez une excellente soirée ou une bonne journée si vous nous regardez à ce moment-là. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Opened up here for Solomon! Three-handed for Buckets! In it goes! What a beautiful goal! Clinical from the Frenchman! Keane has a go! Oh! Blistering run by Barnes! Oh, that's magnificent! Matthias Nunes! Roberto Firmino! Brennan Johnson scores! Tavernier. Good try! Oh, phenomenal! Rice! Oh, magnificent! Alan Wilson doubling the lead. Son goes for goal! Oh, what a strike!